Choisir un camp. Chapitre 15. En famille. Walter, 29 juillet 1945. C'est sans grande difficulté que j'ai obtenu une semaine pour me rendre dans le nouveau land de Bade. Je sais que Louise est anxieuse avant de rencontrer ma mère. Je fais toujours partie de l'US Army, et c'est donc en uniforme que je voyage, avec Louise et Heidi, dans un véhicule de la 7e armée américaine, qui est la force terrestre chargée de l'occupation militaire de la zone américaine avec la 3e armée de Patton. Ma fiancée découvre l'Alsace, encore marquée par les combats récents. Avant de partir, je me demandais ce que j'allais découvrir de l'autre côté du Rhin. Là aussi, la guerre a laissé de profondes cicatrices. Toutefois, les rives du Bodensee paraissent avoir été épargnées. Louise est émerveillée devant les paysages qui s'offrent à elle, à commencer par la traversée d'une partie de la forêt noire, puis les rives de l'Untersee. La seule qui s'en moque éperdument est Heidi, qui dort entre deux tétés. À presque 4 mois, elle s'éveille de plus en plus. Je fonds littéralement lorsqu'elle m'offre ses plus beaux sourires, voire des éclats de rire, manifestant sa joie en remuant bras et jambes, mais aussi par de petits cris aigus et des gazouillis. Elle a les yeux bleus de sa mère, mais ils peuvent encore changer, comme ses cheveux d'un blond vénitien. Elle commence à montrer son petit caractère, et peut être grognon si elle n'a pas ce qu'elle veut. Louise a le chic pour comprendre ce qu'elle exprime selon ses différents pleurs, bien plus que moi. En ce moment, elle accorde beaucoup d'attention à ses pieds, à ses mains, et commence à attraper les objets, bien qu'encore maladroitement. Même si elle ne comprend pas tout ce que je lui dis, j'adore lui raconter des histoires. Nous le faisons tous les deux, sa mère et moi. Louise en français et moi en allemand. Je crois qu'elle observe mes yeux et ma bouche quand je lui parle. En tout cas, elle cesse de téter lorsque je le fais. Ma chérie serre ma main dans la sienne, alors que nous approchons de notre destination en fin de matinée. Elle sait que je me pose 1000 questions sur ce que je vais trouver et comment je vais être accueillie. Les dernières nouvelles que j'ai eues de ma mère datent du moment où je l'ai amenée à Euningen, c'est-à-dire juste avant d'aller à Valogne. J'ignore totalement les nouvelles qu'elle a pu avoir de la part de la Wehrmacht. Je ne sais pas si elle avait reçu le courrier que j'avais demandé au père de Louise de poster, avant que je suive la 4e division à Paris en août 1944. Et si elle l'a reçu, comment l'avait-elle interprété? D'ailleurs, peut-être est-elle au travail? Lorsque je gare la Jeep dans la petite rue où elle habite, plusieurs personnes nous regardent arriver. Un véhicule militaire américain a de quoi étonner dans ce petit village où personne ne me connaît. Ma compagne, avec sa chevelure rousse, ne passe pas non plus inaperçue. C'est le cœur battant que je frappe à la porte de l'appartement. Louise se tient juste derrière avec Heidi dans les bras, une Heidi bien réveillée qui suce son pouce. J'entends quelqu'un se déplacer à l'intérieur. Soudain, la porte s'ouvre et je la vois devant moi. Les cheveux plus gris qu'il y a 1 an et demi, un peu plus de rides au coin des yeux. Cette femme qui est devant moi est bien ma mère. Elle me regarde décontenancée. Il y a de quoi. Je l'ai quittée en janvier 1944 avec un uniforme Feldgrau de major de la Wehrmacht et je réapparais vêtue d'un uniforme vert olive de capitaine de l'US Army. Elle reste un moment bouche bée, puis elle me saute au cou, me serrant à m'étouffer avant de réaliser que je ne suis pas seule. « Walter, c'est toi? C'est bien toi » s'écrie-t-elle, des sanglots dans la voix. « Oui, maman, c'est bien moi. Je suis revenue. » Puis je la vois nous regarder alternativement, moi et cette jeune femme rousse avec un bébé dans les bras. « Walter, chérie, c'est elle, la jeune femme dont tu me parlais dans ta lettre l'année dernière? Celle qui a changé ta vie? Ta Juliette, une jeune Française ?» Je souris à ces quelques mots qui montrent qu'elle a bien reçu la lettre envoyée il y a 1 an, alors que ma Juliette avait disparu, me laissant désespérée. « Oui, je te présente Louise et notre fille Adèle, qui va bientôt avoir 4 mois et que nous appelons plus souvent Heidi. » Et effectivement, Louise est française.
mais à moitié écossaise. Soudain, ma mère réalise que nous avons jusque-là échangé en allemand et que ma compagne n'a probablement rien compris à ce que nous disions. Elle change aussitôt de langue pour s'adresser à ma future femme avec ce sourire chaleureux que je lui ai toujours connu avant de l'étreindre. « Soyez la bienvenue, Louise, ainsi que ma petite fille. Mon Dieu, qu'elle est jolie. Elle a vos yeux. Mais entrez donc tous les trois. Je crois que nous avons plein de choses à nous dire. » Rassure-toi, maman. Louise parle aussi bien allemand qu'anglais et français. Nous expliquons donc à ma mère que nous allons passer quelques jours avec elle, ce qui la ravit. Elle va avoir un petit peu de temps pour apprivoiser Heidi, qui, soit dit en passant, n'est pas vraiment sauvage. Je demande juste à ma mère de lui parler en allemand. C'est ce que nous avons décidé, Louise et moi. Je lui parle ma langue et Louise la sienne, afin qu'elle s'habitue aux deux langues, qu'elle se sente à l'aise dans les deux cultures. Elle pourra même en ajouter une troisième avec sa grand-mère maternelle. D'ailleurs, tu as de la chance. Les parents de Louise ne connaissent pas encore Heidi. Ils ne l'ont vue qu'en photo. Vraiment, les pauvres. J'imagine que cela doit être difficile pour eux, comme cela l'a été pour moi, de ne pas voir leur enfant. Ils savent où je suis et que je suis en sécurité avec Walter. Ils comprennent très bien que nous avons besoin d'être ensemble, après la séparation difficile que nous avons vécue. Devant l'air interrogatif de ma mère, et pendant que Louise donne la tétée à notre bébé, je commence à lui raconter comment nous nous sommes rencontrés, le temps passé à regarder Louise arriver chaque jour, sans oser l'approcher, la culpabilité que j'ai éprouvée lorsque j'ai réalisé à quel point j'étais amoureux, sa patience pour m'écouter pendant des heures, parler d'Elke et de mes enfants décédés. Je lui dévoile pourquoi j'avais disparu en mai 1944 après avoir été dénoncé pour avoir soigné des résistants et un aviateur américain. J'avais deviné qu'il s'était passé quelque chose de cet ordre, mon chéri. Des hommes de la Gestapo sont venus me voir. Ils cherchaient à savoir si j'avais reçu de tes nouvelles. Je sais que j'ai été surveillée pratiquement jusqu'à la fin de la guerre. Je me demande d'ailleurs comment ta dernière lettre a pu passer au travers. Nous étions recherchés tous les deux, Louise et moi. Les membres du réseau de son père nous ont cachés et nous avons dû changer d'endroit plusieurs fois. Louise a fini d'allaiter Heidi. Ma mère l'accompagne dans la chambre qui sera la nôtre pendant notre séjour, pour qu'elle la change et la couche dans son landau avant de nous rejoindre. Elle est maintenant blottie contre moi, sous les yeux attendris de ma mère, qui masque un sourire lorsque je resserre l'étreinte et que j'embrasse ma fiancée sur le front, puis beaucoup plus langoureusement. Je ne l'avais pas habituée à de telles démonstrations avec Elke. C'est à deux que nous racontons la suite de notre histoire, à partir du moment où nous avons quitté Valognes jusqu'à la veille du débarquement. Nous nous interrompons lorsque ma mère se lève pour préparer le repas avec Louise, qui lui propose son aide. Notre discussion se poursuit pendant le repas, avec les événements parfois cocasses, mais plus souvent tristes, des soldats blessés que nous avons soignés dans des conditions précaires avec l'aide des parents de Louise et de leurs amis. « Que font vos parents, Louise » demanda alors ma mère. « Mon père est vétérinaire et ma mère était infirmière. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle a connu mon père pendant la Grande Guerre, car elle travaillait dans une ambulance de campagne. Elle n'est jamais repartie en Écosse, sauf lorsque nous y allions en vacances. Aujourd'hui, elle s'occupe de la maison d'hôtes qu'elle a ouverte dans la propriété familiale et elle a de quoi faire avec les Américains. Nous t'emmènerons un jour là-bas, en Normandie, maman, dis-je. La propriété est magnifique. J'imagine que c'est là-bas que vous allez vivre, aimait ma mère tristement. Louise ne me laisse pas le temps de répondre. Je crois deviner qu'elle tient à ce que ma mère comprenne qu'elle me suivra n'importe où. Non, Frau Scheller. Je vous en prie, Louise. Appelez-moi Gisela. Nous allons vivre en Allemagne, Gisela. En France, Walter ne pourrait peut-être pas exercer le métier qu'il aime, alors que moi, oui. Et je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour lui. Ma mère me considère interdite. Toutefois, son regard trahit sa joie intérieure. Nous ne savons pas encore où, maman, précisai-je. Pour l'instant, je suis encore rattachée au 21e hôpital général américain, installé dans les Vosges.
Mais il va certainement fermer d'ici peu et je vais être démobilisée. Je vais profiter de mon séjour ici pour trouver un établissement qui a besoin d'un chirurgien. Et surtout, nous voulons nous marier dès que possible. Et où voulez-vous vous marier ? Je lui explique que nous en avons longuement discuté et que nous avions décidé qu'il serait peut-être plus facile de nous marier en Allemagne pour des raisons administratives. Louise pouvant facilement obtenir les documents nécessaires, ce qui pourrait être plus délicat pour moi. Cependant, aujourd'hui, la guerre étant finie, nous avons pu venir ici, donc je peux certainement obtenir mon certificat de capacité matrimoniale pendant notre séjour. J'aimerais que nous puissions nous marier en France. Louise s'est redressée et me dévisage hébété, se demandant certainement la raison d'un tel revirement. Mon amour, tu vas déjà quitter ton pays pour vivre avec moi dans mon pays. Je voudrais que tu puisses vivre ce qui sera le plus beau jour de notre vie chez toi, entouré de tes parents. En outre, il est plus facile de déplacer une seule personne que plusieurs. Ma mère n'est pas moins surprise que ma future femme. Tu ne vois pas d'inconvénient à nous accompagner en France pour notre mariage, maman, lui demandai-je. Aucun, mon chéri. Je pourrai m'arranger sans problème à la clinique dès que la date sera fixée. Louise est restée sidérée et mit un moment à s'en remettre. Puis elle me saute au cou pour m'embrasser à pleine bouche, en me chuchotant des je t'aime à n'en plus finir, sous l'œil ému de ma mère. Moi aussi je t'aime, mon cœur, plus que tout au monde. Nous allons avoir quelques démarches à faire, enfin surtout moi. Nos journées vont être bien remplies pendant ce séjour, entre les documents pour notre mariage et la recherche d'un poste, puis d'un logement selon l'endroit où je travaillerai. En outre, j'aimerais que nous continuions à travailler ensemble. L'idéal pour trouver un poste serait dans le secteur de Constance, dit ma mère avec précipitation. Nous verrons, maman. Si nous profitions du beau temps pour aller faire une promenade au bord du lac. Nous continuerons à t'expliquer comment nous avons été séparés et comment tous les deux nous avons atterri à Mirecourt dans un hôpital américain depuis que j'ai intégré l'US Army avec l'accord du général Bradley. Tout en cheminant, je raconte la disparition de Louise, enlevée par des miliciens, mon désespoir et mes vaines recherches dans une Normandie encore à feu et à sang, ma certitude qu'elle avait été livrée à la Gestapo et déportée à Ravensbrück ou à Auschwitz. C'est comme ça que je me suis engagée comme médecin dans la 4e division d'infanterie, celle qui a participé à la libération de Paris, puis qui a combattu dans l'Eifel et dans les Ardennes. Mon bataillon était d'abord à Zweifel, jusqu'en décembre, où j'étais affectée au 21e à Mirecourt. Louise prend le relais et évoque son enlèvement par Lecoq à Chef du Pont, l'accident de voiture à 40 km de là, pas loin de Coutances, suite à un mitraillage dont elle est la seule rescapée, fin juillet 1944. J'ai été recueillie par un fermier qui vivait seul avec sa mère. J'avais une jambe cassée et un traumatisme crânien qui m'avait rendu amnésique. Mes derniers souvenirs remontaient à décembre 1943. Vous ne vous rappeliez donc pas, Walter, le débarquement et tout le reste ? Non, plus rien. Et mes hôtes ne m'ont appris les événements qu'au compte-gouttes. Il y avait toujours un décalage avec ce qui se passait dans la région en réalité. J'avais écrit une lettre pour mes parents, que j'avais remise au fermier. La seule visite que j'avais était celle du médecin qui ne dévoilait pas tout des combats en cours en toute bonne foi pour ne pas trop me brusquer. Ce n'était pas le cas du fermier et de sa mère, aimait ma mère. Non, en effet. J'avais aussi des nausées, et l'absence de règles au bout d'un moment m'avait inquiétée. Mais le médecin, lorsqu'il était venu me déplâtrer, s'était voulu rassurant, c'était fréquent après un traumatisme crânien. Mais en fait, vous étiez enceinte ? Oui, mais comme je n'avais aucun souvenir, j'ignorais si j'étais mariée et qui était le père, si, comme je le soupçonnais à ce moment-là, j'étais vraiment enceinte. Je n'ai su que le 10 août que le débarquement avait eu lieu et au début septembre, le médecin m'avait dit que le village d'à côté était sur le point d'être libéré. Je l'avais même entendu dire à mes hôtes que j'étais prête à entendre les choses. Ils avaient donc dû avouer la vérité, interroge ma mère. Oui, ils m'ont donc dit que les Américains avaient débarqué, notamment à Utah Beach, un nom qui ne m'évoquait rien, mais ils m'ont dit
que c'est ainsi que les Ricains appelaient la plage de Sainte-Marie-du-Mont, près de chez moi. Ils m'ont aussi informé que leur village était toujours dans la zone occupée par l'armée allemande. Ils m'avaient aussi dit, quand j'avais demandé s'ils avaient bien posté ma lettre, qu'elle avait pu être perdue à cause des combats tout proches auxquels participaient 2 divisions SS, dont celle qui avait tué toute la population d'un village à Oradour-sur-Glane en remontant vers la Normandie. Ils mentaient, n'est-ce pas? Oui, mais à cette époque, je ne pouvais pas m'en rendre compte. Louise poursuit en expliquant qu'elle avait des soupçons sur la mère et le fils. D'une part, elle n'entendait aucun bruit de combat à proximité, et d'autre part, elle s'était aperçue que le fermier en pinçait pour elle. Une fois déplâtrée, elle avait pu reprendre la marche petit à petit, mais ne pouvait aller très loin. Elle avait aussi écrit une nouvelle lettre pour ses parents. Cependant, depuis qu'elle avait entendu parler de Utah Beach et d'Oradour, elle avait eu quelques réminiscences, des images confuses. À la fin du mois de septembre, le médecin est revenu comme prévu. J'avais toujours des nausées et pas de règles. Il m'a donc examinée et évidemment, j'étais bel et bien enceinte. Le problème était que j'ignorais toujours si j'étais mariée et qui était le père. Et là, personne, à part mes parents, n'aurait pu me renseigner à ce sujet. Tout ce que je savais, c'est que ce bébé, je voulais le garder. Cette fois, j'ai remis une nouvelle lettre, mais au médecin. Ma mère est si attentive et avide de connaître la suite de l'histoire de Louise que j'en souris. Depuis quelque temps, je faisais des rêves, plutôt des cauchemars, comme celui où j'étais terrorisée par les bombardements et blottie dans les bras d'un homme que je ne connaissais pas. J'avais aussi quelques flashs, mais rien qui ait ramené des souvenirs précis. Après l'annonce de ma grossesse, j'ai fait un nouveau rêve. Et là, j'ai tout revécu. Les interventions au bloc, dont celle d'un ami d'enfance, avec un chirurgien aux beaux yeux gris, inconnu, très doué. Je revoyais la porte de son bureau, celui d'un chirurgien allemand, la photo de sa famille, des bouts de discussion que nous avions ensemble, puis le jour où je l'ai supplié de me suivre parce qu'il avait été dénoncé et qu'il risquait d'être fusillé pour trahison. À mon réveil, je savais que cet homme était celui que j'aimais, le père de mon enfant. Et tout m'est revenu. Les interventions sur des résistants, un pilote américain, notre fuite, le débarquement, l'afflux de blessés dans la ferme où nous étions réfugiés, notre premier baiser, notre première fois. Tout m'est revenu jusqu'à mon enlèvement le 27 juillet, plus de 2 mois auparavant. Ça a dû vous faire un choc, aimait ma mère. Ce qui m'a percuté de plein fouet, c'est qu'autant j'avais pensé jusque-là à l'inquiétude de mes parents, autant je n'avais pas pu penser à la souffrance de Walter, qui avait déjà vécu une perte douloureuse avec la mort d'Elke et des enfants. Bien sûr, comme elle le relate à ma mère, Louise n'avait révélé à ses hôtes ni qu'elle était enceinte, ni qu'elle avait recouvré la mémoire. Elle avait pu sortir de la ferme, puisqu'elle remarchait, et avait appris le 6 octobre que le Cotentin était sous le contrôle des Américains depuis le début août, et le village depuis le 28 juillet, ce qui n'était pas récent, comme le fermier lui avait laissé croire. C'était ce jour-là que son père avait débarqué avec le médecin. Ma mère rit franchement lorsque Louise lui révèle que le fermier avait même demandé sa main à Étienne Drouin. Une demande repoussée par la femme que j'aime à cause des mensonges et des souffrances occasionnées à sa famille et à l'homme qu'elle aime, le père de l'enfant qu'elle portait. Du coup, vos hôtes et le médecin ont découvert que vous aviez recouvré la mémoire, s'exclame ma mère. Et mon père que j'étais enceinte, précise Louise. Ensuite, il m'a raconté le calvaire de Walter, ses recherches, son engagement dans l'armée américaine comme médecin pour pouvoir poursuivre son enquête sous une nouvelle identité. Dès ce moment, je n'avais qu'une idée, le retrouver, et cela avant d'accoucher. Il était hors de question que mon enfant ne connaisse pas son père et réciproquement. Louise explique que c'est ainsi qu'elle avait scruté tous les articles de journaux parlant des combats, repérant ceux dans lesquels était engagée ma division pour déterminer où je me trouvais, car même si nous pouvions nous écrire, je ne pouvais révéler où j'étais exactement. Une fois cette énigme résolue, il lui restait à se renseigner sur les unités médicales encore en Normandie et rattachées à la première armée qui allait partir vers le secteur identifié, en sollicitant au besoin nos contacts américains encore dans le Cotentin.
C'est ainsi que j'ai intégré le 5e hôpital général à Saint-Hilaire-Petiteville, qui a ensuite déménagé à Toul le 12 novembre, ce qui me rapprochait de Walter. Nous nous écrivions, mais c'était loin de nous suffire, précisai-je. En décembre, j'avais été affectée à Mirecourt, donc à 60 kilomètres au lieu de 350 de celle que j'aime. Dès la première permission, je l'ai rejointe à Toul. C'est là que j'ai découvert qu'elle était enceinte et qu'elle m'a raconté, comme elle vient de le faire, tout ce qui s'était passé. Et ensuite, j'ai demandé à travailler à Mirecourt, près de lui. Je lui ai fait la surprise de débarquer le 24 décembre. Quelle magnifique histoire, affirme ma mère. Nous sommes rentrés tranquillement après notre balade, cheminant dans les ruelles du village, que Louise dit trouver vraiment mignon. Laissant ma mère pousser le landau, nous marchons enlacés tous les deux. Au retour, c'est déjà l'heure de la tétée pour Heidi, et Louise se rend avec elle dans la chambre, pendant que ma mère prépare le café Kuchen. Elle m'avoue que ma fiancée lui plaît beaucoup. Cela me rend heureux, maman. De toute façon, je ne t'aurais pas laissé le choix. Je l'aime passionnément, tu sais. J'ai aimé Elke, mais ce que je ressens pour Louise est plus intense encore. Je ne peux pas vivre sans elle. Tu ne peux imaginer à quel point j'ai souffert quand elle a disparu. La rechercher m'a maintenue en vie. Si elle avait été déportée et perdu la vie dans l'un des affreux camps de ce fou furieux de Hitler, je ne lui aurais pas survécu. Je l'ai remarqué, rétorque ma mère en souriant. Tu ne cesses de la regarder avec amour. Ton visage s'illumine dès qu'elle est près de toi. Cette décision de te marier en France, alors qu'elle ne s'y attendait pas, montre à quel point tu tiens à elle. Et Louise n'est pas en reste. Elle est très amoureuse, au point de choisir ton pays pour y vivre avec toi. Je ne t'ai jamais vu montrer autant tes sentiments. Avec Elke, tu étais plus dans la retenue. Nous nous connaissions depuis l'enfance. Nous nous aimions, c'est vrai, mais je sais maintenant qu'il s'agissait plus d'une amitié amoureuse. Il y avait beaucoup d'affection entre nous, et nous aurions certainement vécu ensemble de longues années. C'est le cas aussi avec Louise, mais avec des sentiments d'une intensité que je n'avais jamais connue. Nous éprouvons un véritable sentiment de connexion, de soutien et de désir mutuel. Je l'aime passionnément, inconditionnellement. Avec elle, je me sens bien. Je suis vraiment moi-même. Elle est ma priorité, comme je suis la sienne, et elle me soutient en toutes circonstances. Et ça se voit comme le nez au milieu de la figure, mon chéri, conclut ma mère. Walter, 5 août 1945. Notre semaine a passé très vite. Aujourd'hui, nous repartons vers Mirecourt. J'ai profité du séjour pour me rendre à Leipzig dès le lundi 31 juillet, pendant que la situation des zones occupées restait encore un peu floue, puisque la conférence de Potsdam fixant le sort de l'Allemagne n'est pas encore terminée, et ce, afin d'obtenir un certificat de naissance. J'étais parti dès 4 heures du matin, muni des documents nécessaires établis par l'US Army, qui, à ma demande, depuis que la guerre était enfin finie, avait rétabli la vérité sur mon lieu de naissance, sur mes papiers militaires. J'étais arrivé exténué, après plus de 11 heures de route dans ma ville natale, où, heureusement, j'avais pu obtenir le précieux sésame avant de repartir illico. J'avais même pu avoir mon certificat de baptême auprès du pasteur de l'église Saint-Thomas avant de quitter la ville. Je ne m'étais arrêté qu'aux environs de Nordhalben en Bavière, en zone américaine, pour dormir un peu dans la voiture. J'étais reparti après 4 heures de sommeil et était de retour à 9 heures du matin à Euningen. Inutile de dire que Louise et ma mère m'attendaient, anxieuses de me revoir sain et sauf. Elles m'avaient toutes les deux sommé d'aller me coucher, au moins jusqu'au repas de midi. Pendant le repas, j'avais évoqué les destructions encore visibles dans ma ville natale, abondamment bombardée en février et en avril, sans m'appesantir sur le sujet. Je ne m'y étais d'ailleurs pas attardé. Je m'étais rendu, dès l'après-midi, au bureau d'état civil de Ningen, afin d'obtenir mon certificat de capacité matrimoniale, accompagné de Louise, pendant que maman gardait Heidi. Nous avions profité de l'occasion pour nous promener tranquillement, jusqu'à la frontière suisse, d'où nous pouvions apercevoir le château de Hohenklingen sur les hauteurs. Nous nous étions promis de visiter la cité médiévale de Stein am Rhein une autre fois,
quand la situation politique serait plus sereine. Après tout, si nous trouvons un travail et un logement dans la région, ce serait chose aisée. Les jours suivants, j'avais emmené Louise et Heidi faire du tourisme, tout en prévoyant de prospecter pour trouver un poste dans les environs. Nous avions commencé par Radolfzell, une petite ville directement au bord du lac, avec des roselières, où vivent des tas d'oiseaux, canards, poules d'eau ou cormorans, et son centre ancien plein de quiétude dont nous avions parcouru les grandes places et les ruelles étroites, visitant au passage sa cathédrale Notre-Dame, faisant l'impasse sur les ruines du château de Kargeg, peu accessible avec un landau. Dans cette station thermale, il y avait surtout des centres de soins consacrés à cette activité, donc pas grand-chose pour un chirurgien orthopédiste. Dans toutes les villes et villages que nous avions traversés, il y avait des fontaines ornées de statues rappelant la vie paysanne, ce qui avait ravi Louise. Au-dessus de Zingen, je lui avais montré les ruines du château fort de Hohentvie, construit sur un volcan éteint et démantelé par Napoléon Ier. En allant à Constance, nous étions passés à proximité de l'île de Reichenau, accessible par une digue qui avait charmé ma belle Française, avec ses jolies maisons aux jardinets soignés, les vestiges de l'architecture monastique du Moyen-Âge en Europe centrale et son ambiance bucolique. Quant à Constance, nous y avions trouvé de quoi satisfaire ce que nous cherchions, de quoi visiter ou travailler et sans doute habiter dans l'avenir que nous espérions proche. Cette jolie petite ville au charme médiéval nous avait séduits, qu'il s'agisse des très belles maisons bordant la Seestrasse, le vieux pont enjambant le Rhin, les anciens bâtiments de la ville haute avec leurs façades peintes ou les superbes vitraux de la cathédrale. Elle est aussi dotée d'un hôpital avec divers services, dont un de traumatologie et d'orthopédie. J'avais donc pris rendez-vous avec la direction de l'établissement et j'avais été reçu le lendemain. Peut-être l'effet de mon uniforme américain. Toutefois, c'est aussi mon diplôme de l'université de Leipzig qui faisait pencher la balance en ma faveur. Toutefois, rien n'est définitif, puisque je ne suis pas encore libérée par l'US Army. Je dois donc les recontacter à la fin du mois de septembre pour éventuellement finaliser le projet. Ce samedi 5 août, nous disons au revoir à ma mère, qui s'était bien habituée à notre présence, mais nous savons que nous allons nous retrouver d'ici peu pour notre mariage, dont la date reste à fixer en fonction de ma libération et de mes obligations de service. La route nous semble plus courte au retour qu'à l'aller, mais nous sommes néanmoins heureux de nous retrouver dans notre petite chambre pour quelque temps encore. Et la première chose que nous faisons en rentrant, c'est de téléphoner aux parents de Louise pour leur annoncer que finalement, nous nous marierons en Normandie. Je crois que nous ne pouvions leur faire plus plaisir. Pendant cette semaine passée au bord du lac de Constance, nous avons fait un peu l'impasse sur ce qui se déroulait dans le monde. La conférence de Potsdam s'est apparemment terminée comme elle avait commencé, dans le mystère en ce qui concerne certaines interrogations. Il est question de l'entrée en guerre de l'URSS contre le Japon. Truman a rencontré le roi George VI, mais en ce qui concerne l'Allemagne, peu de choses. Une organisation politique inspirée du système fédéral américain a été évoquée. Une politique économique commune est établie. Les industries de guerre sont supprimées et celles des métaux et des produits chimiques contrôlées. L'agriculture est encouragée et le niveau de vie des Allemands ne doit pas dépasser celui des autres pays européens. Certaines questions financières ou économiques restent sous l'autorité de la Commission centrale de contrôle interallié, et d'autres sont laissées aux soins des commissaires alliés quand les grandes lignes de la politique à appliquer seront déterminées par la Commission centrale de Berlin. Il est en effet annoncé que l'Allemagne sera préparée graduellement à se gouverner elle-même et les premières unités administratives autonomes seront les municipalités, avec des élections municipales d'ici 1 an. En attendant, les régions sont administrées par les fonctionnaires de la Commission, secondés autant que possible par des Allemands. Le problème des réparations a été discuté avec les gouvernements des 4 puissances occupantes et réglementé. Leur paiement devra laisser au peuple allemand des ressources suffisantes pour lui permettre de vivre sans l'aide d'une assistance extérieure. Les 4 puissances occupantes pourront obtenir des réparations dans leurs zones respectives.
la part de la Pologne étant prélevée sur celle de l'URSS, qui aura en plus droit à 15% du matériel industriel pris dans l'Allemagne occidentale. Les questions intéressant la préparation des traités de paix, l'établissement de la démocratie dans les pays libérés ex-satellites de l'Allemagne seront traitées lors des conférences régulières des ministres des Affaires étrangères des 5 grands. Plusieurs autres problèmes ont cependant été solutionnés, comme celui des frontières de l'Allemagne à l'ouest et à l'est, la reconnaissance du gouvernement Renner à Vienne et le règlement de la question du transfert des Sudètes. Les questions des frontières de la Pologne et de son gouvernement provisoire, ainsi que de l'entrée des divers pays européens dans l'Organisation des Nations Unies, et diverses conditions, comme celle d'un gouvernement démocratique italien, ont également été abordées. Donc, l'Espagne n'en fera pas partie tant que Franco sera au pouvoir. En revanche, l'entrée de tous les pays restés neutres pendant la guerre se fera sans difficulté. Louise, 25 août 1945. Comme le reste de la population mondiale, enfin, il me plaît de le croire, Walter et moi avions été effarés par le lancement des premières bombes atomiques sur le Japon, la première sur Hiroshima le 6 août et la seconde sur Nagasaki 3 jours plus tard, après le refus par les Japonais de l'ultimatum lancé par le président Truman. Et il paraît que des modèles encore plus puissants que ces engins de mort vont être développés. Comme Walter me l'explique, dès 1939, les savants savaient qu'il était théoriquement possible de libérer l'énergie atomique. Personne ne savait comment s'y prendre. Cependant, les Allemands, qui avaient découvert la fission nucléaire, avaient fiévreusement cherché à ajouter l'énergie atomique aux autres engins de guerre et avaient réalisé leurs V1 et V2 trop tard et dans des quantités réduites pour réussir leur pari. Les journaux parlaient de la compétition engagée par les Anglo-Américains avec les Allemands dans la course aux armes atomiques. Depuis assez longtemps déjà, des physiciens de toutes les nationalités avaient cherché à mettre en œuvre le réservoir d'énergie que détiennent les atomes. Des expériences avaient été faites en France par les laboratoires des Joliot-Curie et les Allemands avaient fait les mêmes essais de leur côté. Ces recherches n'avaient jamais abouti à la production en grande quantité de la matière nécessaire pour obtenir la désintégration de l'atome qui dégage une énergie considérable. Le radium jouait ce rôle, mais les difficultés de son extraction sont énormes, puisque plusieurs tonnes d'un minerai rare comme la pêche blande ne donnent que quelques décigrammes de radium. Il ne pouvait donc être question de l'employer comme explosif. Les Anglais et les Américains avaient réussi la production en grande quantité d'un corps en voie de désintégration par la réalisation industrielle atomique de l'eau lourde, une opération qui consiste à retirer l'hydrogène de l'eau et à remplacer ce gaz par un isotope, c'est-à-dire un corps ayant la même propriété chimique que l'hydrogène, mais qui est 2 fois plus lourd. Cette eau lourde, tout comme le radium, est radioactive et dégage une énergie que l'on peut mesurer quand on sait que pour 1 gramme de radium, cette énergie est équivalente à la chaleur développée par la combustion de 340 kg de charbon. La science vient donc de mettre en œuvre la plus terrible force de destruction qu'on ait pu imaginer. De fait, Hiroshima, une ville de 300 000 habitants, avait été rayée en 1 seconde de la carte du monde, recouverte par un nuage impénétrable de fumée et de poussière. Et le 9 août, la Russie, se déclarant solidaire de l'ultimatum lancé à Tokyo fin juillet, avait déclaré la guerre au Japon. Staline est rusé, me dit Walter. Il montrait ainsi à Roosevelt qu'il respectait ses engagements, mais l'avait fait au moment où le Japon était pratiquement battu, et surtout parce qu'il avait quelque chose à y gagner. Cela avait au moins permis de hâter la fin de la guerre et rétablir la paix, fais-je pensive. Le Japon avait en effet accepté de capituler, mais à la condition de garder son empereur, ce que Washington avait fini par agréer, en exigeant que Hirohito se soumette à l'autorité des Alliés. Il avait fallu attendre le 2 septembre pour que la capitulation soit effectivement entérinée, bien que les troupes américaines, soit un corps d'1 million d'hommes, s'apprêtaient à occuper le sol nippon dès le 26 août. 6 années de guerre et 55 millions de morts. Voilà le triste bilan de cette Seconde Guerre mondiale, conclus-je. Et le nombre des morts n'est peut-être pas définitif, ajoute Walter. Tu as lu cet article, avant-hier, qui relate que dans un large rayon autour des 2 villes ruinées par la bombe atomique,
une maladie mortelle se propagerait. En effet, dans cet article, des observateurs japonais parlaient d'un silence absolu pendant que la bombe descendait sur chacune des 2 villes avant l'explosion, c'est-à-dire pendant une 60aine de secondes. Puis la bombe avait explosé, mais pendant 2 secondes, pas un son, pas de pression explosive, mais une irradiation de cercles lumineux. Après ce court répit, l'œuvre de mort s'était effectuée, tandis qu'une épaisse fumée blanche avait graduellement formé un cumulus dans le ciel. Un mouvement ondulatoire s'était propagé dans l'air, de façon circulaire, ce qui rendait vaine la recherche d'un abri. À 15 kilomètres à la ronde, toutes les maisons avaient été détruites, mais elles n'avaient pris feu qu'au bout de 10 minutes. Au même moment, une sorte de pluie noire s'était abattue sur la ville. À Hiroshima, 60 000 morts avaient été dénombrés, mais de nombreux cadavres avaient été sans cesse retirés des décombres. Il y avait eu plus de 100 000 blessés et plus de 200 000 sans-abri. À Nagasaki, on avait compté plus de 10 000 tués, plus de 20 000 blessés et plus de 70 000 sinistrés. Une multitude de gens avaient été grièvement brûlés, et nombre d'entre eux avaient succombé. En outre, certains rescapés, qui semblaient être restés en bonne santé, s'étaient affaiblis mystérieusement dans les jours qui avaient suivi, et étaient morts sans qu'on ait pu étudier le mal inconnu qui les terrassait. « Tu as une idée de ce qui a pu tuer ces gens apparemment en bonne santé après le bombardement ?» demandai-je. « Tous n'étaient pas en si bonne santé que ça, me rétorque-t-il. Les 30 000 habitants survivants de la ville qui avaient été brûlés pendant le bombardement sont morts depuis. Des personnes qui se trouvaient à 2 kilomètres du centre de l'explosion avaient été brûlées à 2 ou 3 reprises. Celles qui se trouvaient à 3 ou 4 kilomètres avaient eu la peau colorée en rouge, bien qu'elles n'aient senti que peu de chaleur au moment de l'explosion. En revanche, les personnes travaillant à la reconstruction de la ville, qui, elles, n'avaient pas été touchées par les effets de la bombe le 6 août, sont atteintes de toutes sortes de maladies et de malaises. Sait-on de quel genre de maladie il peut s'agir ? Rien n'est dit à ce sujet, mais elles sont vraisemblablement liées à la radioactivité, répond-il laconique. Le journal d'aujourd'hui en parle d'ailleurs. Les derniers rapports de l'enquête menée à Hiroshima révèlent que la radioactivité de l'uranium contenu dans la bombe continue à faire des victimes, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Le lien a donc bien été fait. C'est vrai que les effets de la radioactivité sont connus depuis quelques années, puisque les physiciens tels Becquerel et Curie les avaient testés sur eux et avaient constaté des rougeurs cutanées, d'où les mesures de radioprotection depuis les années 30, constatai-je. Des grands de la radiologie sont morts des suites des expositions répétées aux rayons, généralement de cancer. Je vois que tu maîtrises, chérie. Justement, à Hiroshima, tout comme à Nagasaki, je présume, il semblerait que l'uranium a pénétré profondément dans le sol et que, comme dit le journaliste, le contenu de la bombe est très dangereux pour le corps humain. Ça, c'est une évidence, m'exclamai-je. Tu crois qu'il pourrait s'agir de cancer foudroyant ? Possible. Il faudrait être naïf pour ne pas se rendre compte que les 2 bombes atomiques balancées sur le Japon vont avoir des effets à plus ou moins long terme, et que les morts suspectes constatées par les observateurs japonais vont se multiplier. Le rayonnement de ces bombes a sans doute été des milliards de fois plus puissant que celui de simples radios déjà nocives lorsqu'elles sont répétées. Rien que leur puissance destructrice était 20 000 fois plus importante que les plus grosses bombes classiques utilisées pendant cette guerre. Je dois dire que les déductions de mon futur mari m'ont laissé pantoise et surtout inquiète pour l'avenir, si des dictateurs comme Hitler entraient en possession de ces engins de mort. En parallèle, la population française s'était passionnée pour le procès de Pétain. Il avait été déclaré coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison. Il avait été condamné à mort, à l'indignité nationale et à la confiscation de ses biens, assortissant toutefois ces condamnations du vœu de non-exécution de la sentence de mort en raison de son grand âge. À la fin du procès, il avait été dépouillé de son uniforme avant d'être incarcéré. Accomplissant le vœu de la Haute Cour de justice, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République, avait commué la sentence de mort en peine de réclusion à perpétuité, le 17 août 1945. Pétain avait été emprisonné au fort de montagne du Portalet, dans les Basses-Pyrénées. Au moins, les jugements de la Haute Cour de justice
permettent d'éviter l'épuration extrajudiciaire, comme ce mouvement qui avait eu lieu dès 1944. Une épuration animée d'un esprit de revanche et de vengeance, qui avait conduit à de nombreuses exactions, qui avait entraîné la mort d'environ 9000 personnes, parfois innocentes, dont un tiers par des résistants. Le prochain procès devrait être celui de Laval, dont l'arrestation a été annoncée pendant le procès du maréchal.